l'Afrique, Sorani, le Gabon. Vous êtes sur Akoum Radio, la radio des sonorités africaines. 98.3 à Libreville au Gabon, akoumradio.fm notre site et sur notre application disponible sur Play Store. Bienvenue au mic avec Miss Bouloualou, votre programme qui vous fait découvrir les personnalités africaines. Aujourd'hui dans le studio, nous recevons une perle de la musique gabonaise née à Mandi en 1974. Du rap au reggae en passant par la soul ou encore du R&B, elle excelle partout. Elle est, je cite, une note de soul aux fragrances de musique traditionnelle gabonaise. On dira même qu'elle ne chante pas, mais plutôt qu'elle conte des histoires, elle sensibilise et elle décrit la réalité du monde comme pour Oumar Dieng qui voulait aller à Paris. Elle est passée par le Carrefour des Arts, une grande voix qui accompagne les plus grands sur scène, dont la légende Pierre Claver à Kendengue ou encore Annie-Flore Bachelélis à l'Olympia. Elle est engagée avec une vie associative bien chargée, coach vocale, consultante pour la culture, Nanette Kogé est de retour sur scène depuis le 2 avril 2022 et c'est notre invitée du jour. Nanette, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien, surtout que avec le marathon qui me présente là. Mais là, je n'ai rien dit. Là, je n'ai même rien dit. Ça fait un truc, oui. Merci. Nanette. Nanette, mais où était passée Nanette depuis toutes ces années? Bien, je n'avais pas complètement disparu de la scène, de la musique, j'ai envie de dire, parce que je suis rentrée en dedans de moi-même pour travailler d'autres formes d'expertise. J'appelle ça comme ça, des expertises qui sont liées à la scène, qui sont autour de la scène, en face de la scène, mais qui n'étaient pas sur scène, justement. Oui, tu étais maintenant derrière la scène. Qu'est-ce qui a motivé le retour sur la scène? Bien, c'est une drogue. Hein. Ça réagit comme ça. À un moment, tu cours, et puis tu n'es pas... Moi, je suis assez perfectionniste en musique. Du coup, je peux avouer que je n'ai pas été très, très satisfaite de comment les choses fonctionnaient. J'ai eu beaucoup de pression aussi qu'il fallait gérer, des pressions qui peuvent être d'ordre familial, matrimonial, social. Et là, j'ai dit que je devais accuser un recul. Mais pendant le recul, je n'ai pas perdu du temps. J'ai énormément travaillé. J'ai rebossé les stratégies. J'ai essayé de voir ce qui n'allait pas. Et puis, à un moment donné, tu te dis forcément qu'il est temps que je revienne parce que non seulement moi-même, j'en ai besoin, mais le public aussi a besoin de moi. Voilà. Il était temps que tu reviennes et le 2 avril à l'Institut français, tu nous présentes Mélodie Thérapie. Oui. Cette scène live de 60 minutes qui a même un peu débordé d'ailleurs. Exact. Parle-nous un peu de Mélodie Thérapie. Qu'est-ce qui se cache derrière ce concept? Alors, c'est un magnifique concept que je crée avec ma sœur. Depuis 2019, je travaille entre le Gabon et le Canada sur des concepts artistiques qui sont pas mal innovants et intéressants. On a commencé par le concept qu'on appelait Inspiration Jumelle. Et celui-là, on l'a exposé, on a fait une tournée de 5 dates au Canada avec le concept Inspiration Jumelle. Il consiste à chanter les peintures. Ma sœur est peintre, voilà. Et comme par hasard, à 2 reprises, nous avons abordé les mêmes thèmes sans pour autant s'être concertés. C'est pour ça qu'on a appelé le projet Inspiration Jumelle pour avoir la possibilité de le faire en même temps, au même endroit et transmettre le maximum d'émotions aux gens. Donc, elle peint et moi, je chante ce qu'elle peint. Simultanément, c'est une exposition sur scène. De la peinture à la chanson, donc Mélodie Thérapie. C'est quoi? C'est la musique qui nous guérit? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est ça, en fait. Derrière tout ce programme, c'est d'abord la thérapie par l'art. Elle est massothérapeute. Et moi, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui pouvait apporter l'apaisement, le soin mental, psychologique, par la musique, voilà, par les sons, voilà. Et j'ai commencé cette petite expérience ici à Libreville à l'époque parce que je prenais des enfants en difficulté, en situation de handicap, des enfants autistes, des enfants asthmatiques et on ramenait un petit rythme et un petit équilibre à travers la chanson et la musique. On a réussi à faire monter 2 concerts sur scène avec des enfants qui ont des aptitudes limitées, voilà. Et c'est ça, c'est mon dada en musique. Ouais. Je rêve de chanter pour que ça apporte un maximum de choses. Sur ça, guérir par la musique. Voilà. Et c'est de là qu'est né le programme thérapie. Elle fait de la thérapie avec la peinture
Elle essaie parce qu'on n'a pas encore terminé nos études là-dessus. On fait des petits travaux d'apprentissage. Et Très moi, bien. je le fais par la musique. C'est pour ça qu'au sortir de la Covid, on a monté thérapie musique et thérapie peinture. Voilà. Justement, mélodie thérapie, après 60 minutes, le public en redemandait encore. Est-ce que tu t'y attendais? Non, tester ce projet au niveau du Gabon, c'était très, très, très sensible. Très, très, très sensible. À chaque fois que je dis mélodie thérapie, je ne sais pas, hein, mais ça fait rire. Oh, c'est un rêve, un délire, c'est pas possible. Bon, alors que c'est tout à fait lié. Donc, le public de l'Institut français était un peu comme un test. Voilà. Et je leur disais, ne vous attendez pas à ce que j'applique de grosses méthodes. Laissez-vous aller au concert et au sortir de là, si vous vous sentez bien, c'est qu'on a réussi. Voilà. Et ça a bien marché. Donc, ça veut dire que l'objectif a été atteint? L'objectif a été atteint un peu plus que ce que j'attendais. Voilà. Ah, donc c'est très bien. Justement, dans les titres que tu as chantés, il y avait quelques exclusivités. Est-ce qu'il y a un album qui se cache derrière? Ah oui. Et moi, je suis perfectionniste, presque jamais satisfaite, mais j'avoue quand même qu'il y a des petites pépites. Quand je les écoute, ça me fait vraiment du bien. Peut-être que c'est parce que ça fait longtemps, mais il y a beaucoup d'amour dans mon prochain album. Énormément d'amour. Beaucoup d'amour, Oui. donc la thérapie aussi sera au Ça rendez-vous. Ça fait partie de la thérapie. Je crois que j'avais accumulé. Et là, j'ai replacé ça en musique. Et c'est, moi, j'aime écouter et réécouter les pièces qui sont déjà bouclées. Voilà. Mélodie thérapie, est-ce qu'il y aura un numéro 2, pardon? Bien sûr, il y aura un numéro 2, mais il y aura plusieurs déclinaisons, on va dire. Il y a la mélodie thérapie sur scène, il y a la mélodie thérapie en album. Voilà. Est-ce qu'il y aura peut-être des ateliers? Bon, pour le moment, je ne peux pas le prétendre. Je préfère rôder la méthode pour savoir à un moment donné que je suis prête pour transmettre ce qui va faire du bien à une bonne partie de ce qui s'y est intéressant. Nous, on veut savoir, lorsque tu étais sur scène, Oui. lequel des titres, lorsque tu l'interprétais, a éveillé beaucoup d'émotions en toi? Mon affaire sur scène, là, l'émotion ne s'arrête pas. Donc, c'était du début jusqu'à la fin. Mais je peux avouer quand même que j'ai des pics. Alors, mon pic d'émotion, c'était Elle bève mon blues, vraiment. Sur la nouvelle version, en fait, j'ai monté le titre comme le titre qui porte tous les souvenirs de notre époque du hip-hop. Donc, je commence sur ma partie, mais après, je casse sur les refrains qui ont fait l'histoire du hip-hop. Donc, je vais mettre PFM, je vais mettre MH, je vais mettre El-Rak, je vais mettre Raboun. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai même mis Papé Diengui. Et c'est ce parcours de souvenirs qu'on a fait sur Elle bève mon blues. Tout ça, c'est le blues, c'est mon blues, c'est cette époque. Libreville, la belle, Libreville aujourd'hui, les parfums, les couleurs, les odeurs, les sons. C'est ce qu'on a reproduit désormais sur scène avec Elle bève mon blues. Voilà. Donc, Elle bève mon blues et la mélodie thérapie. Donc, on peut dire que tu as atteint ton objectif. Nous, on veut savoir, en 2022, là, on veut encore une nouvelle date. Il faut y penser, s'il te plaît. Pense-y. Alors, lorsque je faisais mes recherches, j'ai vu quelque part que tu as dit, je cite, « réécrire le monde avec nos paramètres ». Qu'est-ce que ça veut dire? Waouh! Ah oui, j'ai vu ça. Alors, on va apprendre à réécrire le monde avec nos paramètres. C'est tout à fait simple. Et j'en ai déjà parlé au cours d'une émission. On est agressé par les paradigmes, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde qui n'est pas forcément adapté à notre nature profonde, nos origines et notre culture. Donc, il faut refaire les choses. Il faut réécrire le monde. On a des paramètres qui sont là, qui se sont imposés ou que nous avons choisis. On va les adapter pour faire en sorte que nous soyons à l'aise dans ce nouveau monde. Voilà. D'accord. Nanette, on va parler de ta musique parce que nous, ici à Akoum Radio, on aime savoir ce qui se cache, la philosophie derrière chaque titre de nos artistes. On a choisi quelques titres et on veut que tu nous expliques non seulement les titres, parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de langues vernaculaires dans tes titres, mais surtout la philosophie derrière. Aboumzam, est-ce que j'ai d'abord bien dit? Aboumzam, oui. Oui, Ce sont des lamentations d'une femme qui n'arrive ni à garder une relation, ni à faire des enfants.
Est-ce que c'est ça? Oui, c'est pas bien loin, mais garder une relation, c'est faible, en fait. C'est une femme qui elle peut être veuve 3 fois, en fait. C'est vraiment des lamentations profondes. Elle peut être, et c'est l'histoire derrière cette chanson, c'est que c'est quelqu'un qui me la commande, une grande sœur à une amie à une de mes aînées, qui était comme pour moi une grande sœur, qui m'appelle chez elle, de façon très sérieuse. Elle venait de perdre son mari après le premier mariage. Donc, en fait, elle a refusé de suivre les normes et elle s'est mariée et il est décédé peut-être 3 jours après. Alors, elle me dit, tu vois ce que je vis? J'ai dit, oui, je vois. Elle me dit, c'est lié à la tradition. C'est des choses qui sont scellées. Il y a des personnes comme ça qui sont des consacrées et qui ne peuvent pas aller plus loin par rapport à leur propre volonté parce qu'elles travaillent, je ne sais pas trop, je ne maîtrise pas, pour la famille. Elle me dit, raconte mon histoire. Je la raconte comment? Elle me donne des termes et j'arrive à écrire parce que j'étais tellement saisie que j'arrive à écrire. Je lui transmets le texte, elle est en larmes, elle décide de tout financer. C'est comme ça que je me retrouve en studio pour faire cette chanson. Alors, Aboumzam, ça dit exactement ceci, c'est un questionnement. C'est pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi certaines vies sont scellées et comment ça se fait que je me marie, que je devienne veuve, que je tombe enceinte et que les grossesses passent. Alors, il y a quand même une sortie pleine d'espoir dans la chanson qui dit je vais entrer dans le ventre de la terre et quand j'en sortirai, je serai à même d'enfanter autant d'enfants qu'il y en a sur terre. Ça veut dire quoi, entrer dans le ventre de la terre? Bien, c'est très symbolique en fait. Ce n'est même pas strictement lié à notre tradition. C'est juste une image profonde pour dire que j'irai vers la divinité de la maternité. Parce que c'est la terre qui porte les enfants. Voilà. C'est ça les symboles. J'irai vers cette divinité pour pouvoir enfanter à mon tour. Enfanter, c'est pas simplement mettre au monde. C'est faire naître et ça peut être démiurgique, c'est lié à Dieu, créer, donner la vie en fait, c'est ça. Peut-être donner aussi la traduction à Aboumzam, c'est ça. Le ventre de Dieu. Le ventre de Dieu. Voilà. D'accord. Donc on continue avec Mbongsi. Mbongsi. Traduction, on commence d'abord par la traduction. Ouais, mais là tu as commencé par des choses terribles. Mais c'est ta musique, Nanette, oui, c'est pas moi. Moi, quand je regarde tout ce que je fais, je me demande si c'est moi qui fais toutes ces choses. Parce que je peux vous dire, quand j'écris une chanson enfant, ça a quand même toujours une dimension spirituelle. Et je peux même pas vous dire exactement d'où ça vient, quoi. C'est vraiment la fibre artistique. Alors, Mbongsi, qu'est-ce que ça veut dire? Mbongsi, c'est agenouiller, quoi. Les genoux par terre. Et justement, quand j'ai fait mes recherches, on m'a dit que c'est une prière pour demander la protection des ancêtres. Oui. Est-ce une situation vécue par Nanette? Mais la situation vécue sur cette chanson, elle est extraordinaire en fait. Je me dispute la veille avec mon arrangeur. Celui qui fait mes musiques, Landry Onguélé d'ailleurs, que je salue. Bon, on est vraiment fâchés. Le lendemain, je me dis, bon, ma chère Nanette, ravale ton orgueil et tout, travaille et tout. Mais dans la nuit, à 2h du matin, j'ai eu une inspiration. J'ai écrit dans le noir et tout, une magnifique chanson. J'ai retenu la mélodie, je l'ai chantée jusqu'à 9h. Donc je rentre dans le studio, je l'ai dans la tête. Et lui aussi, il est assez caractère. Il me fait, stop, ne fais rien. J'ai une musique. Et je l'ai même terminée. Rentre et fais-moi ce que tu peux faire. Bon, le cœur me dit encore, calme-toi Nanette, laisse-le s'exprimer, c'est un artiste. Donc je rentre au studio. Et la musique commence. Mais pendant que la musique commence, la chanson se couche correctement sur cette musique. En fait, c'est ça l'histoire de Mbongsi. Et Mbongsi parle tout simplement de... En fait, c'est une requête, une demande pardon pour les péchés commis consciemment, inconsciemment. Mais c'est aussi un appel, comme tu dis, à la protection des ancêtres. En fait, c'est entrer en humilité et chanter. Cette chanson, pour moi, c'était... À chaque fois qu'elle va passer, à chaque fois qu'elle sera chantée, on sera en situation de prière. Voilà. C'est ça, en fait. Donc, une douce prière et on passe à Sam Sam. D'abord, c'est qui Sam Sam? Ah, Sam Sam, c'est pas qui, c'est quoi? Je vous explique. Alors, Sam, c'est le son. C'est le son des petits pas d'un enfant qui apprend à marcher. Sam, Sam. Quand il essaye, il traîne ses pieds. C'est de là que j'ai tiré cette onomatopée, Sam Sam. Et le titre, c'est Sam Sam. Et alors, dans Sam Sam, tu dis, je cite, « Je t'aime comme une mère, mais beaucoup plus qu'un père. »
Ça, c'est trop bien, ça. Et dans l'autre couplet, tu inverses, tu dis je t'aime comme un père, mais beaucoup plus qu'une mère. Mais en fait, dans le premier, je suis dans la provocation. Et dans le second, je suis dans la restitution. Oui, parce que chacun, quand on a un père, une mère et un enfant, donc la cellule familiale équilibrée, ce qui manque beaucoup à la société gabonaise, le père jure que c'est lui qui aime la mère plus que l'enfant. La mère aussi est dans la même position. Il y a des familles comme ça et c'est juste magnifique. Le seul problème, le seul hic, ça peut être l'éducation de l'enfant qui est trop choyée. Voilà, c'est ça. Oui. Et Sam, c'est pour mes fils. Tu continues et tu dis, je cite, « Je veille sur ton soleil, ne laisse pas mourir ton ciel ». Ça, c'est très bien parce que c'est des notes d'espoir, en fait. Le soleil, c'est ce qu'il y a de sacré chez un être humain. Le soleil représente tout simplement la lumière. C'est cette petite fibre qui te permet de garder la force, l'espoir de tomber, de te relever, de foncer. Voilà, c'est ça le soleil. C'est comme le focus. La lumière qu'on suit, c'est un peu comme ton cœur. Tant qu'il bat, il est vivant. Et ne laisse pas mourir ton ciel. Le ciel, c'est de l'altitude, en fait. C'est la zone des espoirs, en fait. Voilà, la zone des espoirs. Ne laisse pas mourir. Ton ciel est noir, ça veut dire que tu ne crois plus en rien. Tu peux même plus avancer, voilà, c'est ça. Donc, on comprend que veille sur ton soleil, ça veut dire veille surtout à ta lumière. Et ne laisse pas mourir ton ciel, ça veut dire que ne perds pas espoir. Voilà, accroche-toi. C'est ça. Sam, tu disais que c'est beaucoup plus les pas d'un enfant. Oui. On s'adresse à qui? À un jeune ou à n'importe qui? Bien, cette chanson, quand je l'ai faite au Canada, je prends un petit exemple. Une dame, elle est venue la redemander et elle m'a apporté un billet de $500. J'étais sur scène. Elle est montée sur scène. Elle m'a dit un truc à l'oreille. Elle m'a donné le billet. Je n'ai pas accepté l'argent. Et elle était en larmes. Elle ne comprenait pas le fond. Elle comprenait juste les parties en face. Elle était tellement en larmes. Mais je n'ai pas accepté l'argent. Pourquoi? Tout simplement parce que à ce moment, j'ai compris en fait que dans Sam Sam, je ne m'adresse pas qu'aux enfants, mais que je m'adresse aussi à des adultes. Il y a un enfant en chacun de nous en fait. C'est ça le phénomène que je vis sur scène avec cette chanson. Il y a un enfant en chacun de nous et on a tous une maman à qui tu dis de très belles choses dans le titre Maman. Et je cite, tu dis « Et depuis l'adolescence, tu es l'ami en qui j'ai confiance ». Oui, et ça c'est un peu la relation particulière que j'ai avec ma mère en fait. Ça veut dire que c'est ta mère, ta copine? Oui, ma mère, elle a été rude d'éducation, éducation religieuse et tout. Donc, c'est carré, fais pas ça, une jeune femme se tient comme ça. Je porte même les traumatismes j'ai envie de dire, quoi, de cette éducation. Mais quand même, ça a été une enseignante magnifique. Et tous ses élèves lui tirent toujours la même révérence. C'était émouvant. L'ami en qui j'ai confiance, c'est à un moment on s'éloigne. Il y a un gros problème dans le discours, la communication entre une mère et une fille. Il arrive un moment où on ne se comprend vraiment pas. Mais il arrive toujours aussi ce moment où tu te dis « Ah, maman avait raison. Ah, maman avait dit ça, comme ça. » Donc la femme là, elle avait raison. Voilà, c'est un peu ça, cette partie-là, oui. Tu dis encore, je cite, « Je veux te couvrir de baisers quand tu me montres le chemin du succès ». C'est quoi le chemin du succès? Le chemin du succès, vous voyez, ça se symbolise visualiser le geste des mères, que ce soit les enfants. Quand tu passes un examen, chez nous, je ne sais pas si c'est valable dans toutes les familles, tu vas d'abord chez les parents pour prendre la bénédiction. Exactement. Et en fonction des cultures, il y a un geste. Il y a un geste qui est fait. La bénédiction, en fonction des croyances, il y a un geste qui est fait. Ce sont les moments les moins intimes des familles, au sein des familles. Et ma mère, je crois que dans ma musique, elle a passé son temps à le faire. C'est ma première fan, elle était à tous mes concerts tant qu'elle n'était pas fatiguée. Et à chaque fois que je dis « Maman, là, je monte sur scène », soit elle fait le geste, soit elle dit une phrase. Voilà, c'est ça le chemin du succès.
Alors, on va parler des empreintes du bonheur parce que dans le titre Tout ira mieux avec Kémit, tu dis, je cite, des empreintes de bonheur pour lutter contre mes peurs. Et dans Sam Sam, tu dis, on cherchera ensemble les empreintes de ton bonheur. Qu'est-ce que c'est exactement les empreintes du bonheur? C'est une grosse... Tu as fait toute une analyse. Moi, je ne réalisais même pas qu'il y avait le même mot sur les deux titres. C'est vrai que je suis attachée à cette expression, les empreintes. Du bonheur. Les empreintes, c'est personnel. C'est propre à un individu. Imaginez les empreintes du bonheur. À chaque fois qu'on met la main, on laisse des empreintes. Vous voyez un peu l'image à laquelle ça renvoie. Partout où on met la main, on laisse des empreintes. Et les empreintes, vu que c'est personnel, est-ce que la question pour moi est juste si seulement le bonheur pouvait se transmettre et se semer à travers l'empreinte. Enfin, un peu, c'est ça la question que je développe autour de cette expression à chaque fois. Mais quand tout ira mieux avec Kémit, c'est une chanson, en fait, je l'ai reposée sur le projet avec Kémit, mais c'est une chanson que j'avais dédiée à mon père, en fait. Voilà. Et je l'ai reposée sur le projet avec Kémit. Et par rapport à mon père, vous voyez toujours ce rapport parental. Voilà, le père, l'enfant, la mère, l'enfant. Les empreintes du bonheur ne nous viennent que de nos parents parce que c'est eux qui ont tout le contenu culturel, spirituel, futur, éducatif pour faire de nous des personnes à l'aise, en fait. Voilà. Et donc, les empreintes du bonheur luttent contre les peurs. Explique-nous un peu. Bien, la société nous renvoie à un certain nombre de situations qui peuvent créer des angoisses, des traumatismes, des peurs. Et tant que tu as ces empreintes si ancrées en toi, rien ne te fait peur. Voilà. Tu es inébranlable. Ouais, tu as les empreintes du bonheur. Voilà. La génétique du succès. Ça fait ça, quoi. Alors, lorsqu'on est inébranlable, est-ce qu'on cache le bojo? Ah mon Dieu, cette chanson. Parce que tu nous dis, je cite, c'est la dèche qui fait que nos sœurs donnent les fesses à tout venant. Ça, c'est ma minute de folie. Cette chanson-là, c'était la minute de folie. C'est une minute de folie, mais est-ce que tu ne sensibilises pas dans ce titre? Justement, je voulais faire une folie. Après, quand je me suis réécoutée, j'ai dit non. Là, j'ai changé le texte. Il y a des parties qui étaient graves dans cette chanson. Ah. Et j'ai mis de la sensibilisation à la place. Dit, l'équipe, on veut la version studio. Oui, il faut cacher le bojo. En fait, c'était, je pense, à l'époque où on commençait à avoir une prolifération on appelle ça comment? Des nus des jeunes filles qui étaient de plus en plus dénudées. J'ai toujours dit dans le hip-hop que j'appartiens à la catégorie des rappeuses, quand j'étais rappeuse, qui se couvrent et pas à celles qui se découvrent, en fait. Et c'est pour ça que je n'ai pas tourné d'ailleurs sur la vidéo de Escarpanor à l'époque avec Dieping parce que c'était une vidéo qui imposait que toutes les femmes qui soient dans la vidéo aient les seins nus. Voilà. Et c'est après cette histoire, en fait, parce que j'étais très, 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 très mal partie avec celui qui est devenu mon producteur après, parce que j'avais gâché toute une journée de tournage. Et la parce que tu voulais pas. Non, il m'avait raconté le scénario la veille. J'étais tellement choquée que j'ai dit oui monsieur. Et tu viendras, hein, tu vois, on va juste mettre une ficelle là entre tes seins et tout. À l'époque, tu étais tout jeune, c'était bien tendu là. Je me disais comment il peut faire ça? Et qu'est-ce que je vais devenir après? Et toute la nation, tout le monde aura vu ma poitrine et je vais me remettre sur scène pour chanter. Non, lui, il ne mesure pas dans quoi il me met. Et donc, j'ai fermé mon téléphone. Ils ont fait une journée de tournage sans moi. Après, c'était la guerre. Est-ce que tu as regretté de ne pas avoir tourné? Oh là là, je remercie Dieu tous les jours de ne pas avoir fait cette vidéo. Parce que quand j'essayais d'équilibrer les avantages, même sans le côté principe, quand j'essayais d'équilibrer les avantages, je venais en featuring. Je ne pouvais pas laisser toutes mes plumes pour un feat. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis après, la vidéo, elle était magnifique. Sans moi, et pourtant. Voilà. Si on devait dire exactement qui est Nanette au travers de tes sons, lequel de tes titres te définirait clairement?
De tous les titres que tu as écrits, que tu nous as sortis, lequel de tes titres dit exactement qui est Nanette, si on devrait se poser la question et répondre en musique? Il n'est pas sorti. Ah, carrément. Oh là là. Il n'est pas encore sorti. Pas encore? Oui, ça arrive. Le prochain album. Oh yeah. Ouh là là. J'espère que les internautes ont bien entendu et les auditeurs aussi des 98.3. Donc, on attend ce titre-là. Il est dans le prochain parce que maintenant, j'estime que je suis passée à une phase de maturité et où je peux chanter en parlant de moi avec un maximum d'objectivité. Avant, j'étais dans le hip-hop ego trip, c'était l'orgueil en avant, moins d'objectivité, attaquante et tout. C'était hardcore. Hardcore. C'était pas mature. Maintenant, ça et là, peut aller. Donc, Nanette nous promet un projet mature. Oui, bien sûr, un projet mature, autant que j'ai acquis beaucoup de maturité, mais il y aura vraiment du bon son pour les jeunes aussi. En fait, j'essaie de reprendre leur style à ma sauce sur un titre et je continue à parler un peu à tous les âges. Voilà. Donc, ça promet le prochain album de Nanette. Cette fois-ci, on ne te permet plus de dépasser 10 ans sans un album. On ne te permet plus. On va parler de toi, l'artiste. Covid-19, comment est-ce que tu as vécu la période? Humainement, c'était vraiment éprouvant. C'était éprouvant. Tu étais au Gabon, tu étais au Canada. Je suis arrivée à la veille de la Covid avec l'intention de retourner au Canada. Ça, c'est déjà le premier drame. J'ai dû rester. Je n'ai pas pu bouger à cause de la Covid. J'ai passé toutes mes années de Covid ici, Dieu merci, auprès de mes fils. Et j'ai perdu une grosse partie de moi. Des amis qui sont partis dans la Covid. J'estime que j'ai été vraiment déchirée. J'ai perdu des proches, des personnes chères. Tu as perdu des personnes chères et comment tu t'es relevée? Par la musique. C'est... La mélodie-thérapie? Oui. On comprend que c'était une période assez éprouvante pour toi et on peut bien le comprendre. On va parler de quelque chose d'un peu plus gai. On va parler de toi, une artiste engagée dans la sensibilisation, parce que Nanette est une artiste qui fait dans la sensibilisation. Tu sensibilises par rapport au sida et surtout aux orphelins du sida. Parle-nous un peu de ça. Alors ça, c'est un magnifique projet qui me permet de ramener mon côté humain et de poser des actes concrets pour les personnes en difficulté. Alors, je travaille avec l'association Terre d'Espoir depuis 2007 maintenant et on travaille avec les orphelins du sida. C'est quelque chose qui me permet de découvrir des jeunes magnifiques avec une maturité que vous ne pouvez pas imaginer parce que quand ils sont en situation, ça les rend juste méditatifs et tous les actes qu'ils posent, vous avez l'impression que ce sont des adultes qui pensent et... il faut aller vraiment vers ces personnes parce qu'il y a beaucoup d'espoir à recevoir. Il y a beaucoup d'amour aussi à recevoir et à donner. Voilà. Beaucoup d'amour à recevoir et dans la plupart de tes titres, on parle beaucoup enfants dans tes titres, j'ai remarqué. Même dans le rap, il y avait toujours une petite partie dédicace enfants. Oui. Quelle est l'importance de la langue dans ta vie de tous les jours? Mais il ne faut pas suivre. Hein. Moi, je n'ai même pas grandi en tant que telle dans le fond. Ah bon? J'ai considéré que c'était un handicap pour moi pendant longtemps. Je ne maîtrisais pas la langue. Alors, quand j'ai fait l'album Minga, je suis allée voir un jeune maître, je l'appelle comme ça, Roda Eno. Voilà, je suis allée, j'ai travaillé pendant 6 mois avec lui sur l'exploitation de la langue fang dans la musique. On a créé dans l'album Minga une langue fang qui rassemble la plupart des variantes, le maximum des variantes fang. On a juste choisi les sons les plus musicaux pour monter le projet qu'on appelle Minga, en fait. Et c'est là que j'ai vraiment renoué avec la langue fang. Depuis, je la parle couramment. J'ai une petite question pour Nanette. Peut-on transmettre la culture sans patrimoine? Ça ne pouvait pas manquer. C'est vrai que j'étais jurée sur le tribunal pour les générations futures. Mais mon opinion personnelle est assez mitigée. Je vois des risques partout. On peut faire revenir nos œuvres ici, mais nous n'avons pas, comme on le dit, nous n'avons pas en tant que tel la maîtrise, l'expertise qu'il faut pour les garder dans des musées.
Après, les œuvres sont simplement des artefacts. Et le fait qu'elles circulent constitue aussi une forme de promotion pour notre culture. Nous sommes arrivés à l'ère de la multiplicité et le brassage culturel. Par rapport au plan local et à les manques que nous avons, on peut voir des œuvres qui sont gardées à la manière traditionnelle, mais aujourd'hui, on peut également être confronté à la qualité des personnes par rapport à la pratique de ces rituels qui, en même temps, sont en voie de disparition à l'intérieur. Voilà. C'est ça mon avis. Nanette, tu commences la musique depuis 1996, mais aujourd'hui, nous sommes en 2022. Quelle est ta ouais, quand même. Oui, quelle est ta relation avec les artistes de la nouvelle génération? Ceux-là, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup pour un certain nombre de critères. Ils ont réussi à récupérer leurs paramètres pour créer leur monde. Ça, c'est magnifique. Ils sont de plus en plus nombreux et attaquants. Ça, c'est magnifique. Ils ont embrassé les réseaux sociaux comme une force. C'est la différence qu'il y a entre eux et notre génération. Et ça, c'est magnifique. Mais après, mon problème se situe au niveau de ce qu'ils transmettent. Est-ce qu'ils transmettent des codes, un langage qui va polluer l'univers ou qui va nettoyer le mal qu'il y a déjà? Voilà, c'est un peu ça ma position par rapport à... On parle de nouvelle génération, on parle de réseaux sociaux. Quelle place occupent les réseaux sociaux dans la vie de Nanette? On a remarqué que tu es beaucoup discrète. C'est pas trop ton truc, tu n'es pas intéressée par ça? Oui, c'est une grosse discrétion naturelle et même, je suis beaucoup plus attachée à Facebook pour m'enrichir. Je lis, je regarde, je creuse, je fouille, je regarde partout. Je suis vraiment attachée à Facebook parce que c'est une fenêtre vers l'extérieur qui va me permettre de réajuster aussi mon œuvre artistique, de savoir où je vais, ce qui se fait, comment ça se passe, qu'est-ce qui peut accrocher. Mais après, je ne suis pas vraiment une fan de l'exposition. Même tourner une vidéo, tu as du mal. Il faut faire des jeûnes pour me faire tourner une vidéo. Mais pourtant, tu éduques. Donc, on se dit que ce serait une bonne occasion pour éduquer les plus jeunes que Nanette fasse des vidéos. Pourquoi pas? En fait, je n'ai pas une nature d'artiste, en fait. Et ça me porte préjudice. Je ne suis pas dans le bling-bling, le farniente, l'attitude. Vous voyez un peu? Je me promène en sandales, je suis à l'aise comme ça. J'aborde tout le monde, tout le temps. Et je tiens à ça. Je considère que c'est une richesse et c'est un atout. Je me couvre en partant en ville, je mets un gros foulard pour ne pas être reconnue. Ça m'arrive de faire ça parce que j'ai envie de circuler librement. En paix, tu as envie de... Voilà, qu'on ne te reconnaisse pas. Ça, donc, aux réseaux sociaux, non, ça c'est exposition, vente et franchement là, après à l'attaque, tu assumes. On va parler maintenant de ton engagement social et culturel. On va commencer par parler de Liberté, Art et Rassemblement, dont tu es la cofondatrice. C'est une société civile culturelle. Déjà, nous expliquer c'est quoi une société civile culturelle? Alors, dans la société civile, on a plusieurs strates. La société civile culturelle, c'est l'ensemble des acteurs qui font la culture, qui créent l'émulation, qui circulent au niveau de la culture, qui provoquent également le développement et qui provoquent également, qui balisent également, qui protègent. Voilà, c'est ce qu'on appelle la société. Tu as l'ensemble des associations qui font dans tout le monde culturel, les acteurs, les experts, et voilà, c'est ça la société civile. Quelles sont les missions de Liberté, Art et Rassemblement? Alors, Liberté, Art et Rassemblement, je ne sais pas si je peux en parler ici quand même. Liberté, Art et Rassemblement est né pendant les élections. Voilà, je suis cofondatrice de ce mouvement parce que on se disait les artistes ont beaucoup de mal à partir avec les politiques. Voilà, il faut qu'on arrive à trouver cette jonction entre l'art et l'opinion politique qui ne nous expose pas en tant que tel. Voilà. Parce que chacun a son opinion là-dessus, mais moi je continue de dire que l'ensemble art et l'ensemble politique ne sont pas de bonnes jumelles. Voilà. Quelles sont les actions sur le terrain que vous avez déjà menées? Pas grand-chose quand même. C'est quelque chose qui a été pensé et qui n'est pas vraiment encore, je veux dire pour le moment. C'est encore un travail. Voilà, qui n'a pas encore pris les rails en fait. Mais justement, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont eu peur du concept.
Ouais, tu as mis politique, tu sais que c'est un peu délicat, voilà. C'est sûr que... On a fait fuir un peu tout le monde, disons. Et c'était juste pour revendiquer, pour qu'on comprenne que si un artiste entre en politique, il engage son image personnelle avant d'engager son image artistique. Et si un artiste décline son opinion par rapport à la politique, il ne faut pas pour autant qu'il soit exposé. Voilà. C'est pour ça qu'il y a liberté. Voilà. Très bien. Et là, maintenant, on parle du kori sage. Voilà. Pourquoi le kori est sage? Oui, le kori, c'est un instrument séculaire. Voilà. Qui dit séculaire, qui dit siècle, dit sagesse. Pas toujours, mais dans le cas du kori, j'estime que ce petit symbole, ce coquillage, est quand même un témoin du temps. Il a été utilisé dans l'histoire de l'Afrique, les échanges. Les gens s'en servent comme objet de protection, comme amulette. Les femmes s'en servent comme décoration. Dans la culture rasta, il est très présent. Pour moi, c'est quand même toute cette traversée, c'est une accumulation de sagesse. Et pour moi, l'association, le kori sage, c'est le témoin qui est là, à travers le temps et qui est sage. On parle d'éducation et de socialisation par l'art scénique. Explique-nous un peu ça. Bon, c'est les arts de la scène. Il y a plusieurs types d'arts. Il y a ceux qui montent sur scène. Et le langage des arts de la scène est quand même un peu plus direct vis-à-vis des populations que les autres langages. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, sur la scène, on sensibilise et on éduque. Mais l'artiste, il est toujours sur scène. Si ta chanson passe, c'est une scène, la radio. Si je suis ici, là, en train de parler, c'est une scène. Voilà, c'est ça l'éducation. Maintenant, quand je mets socialisation, c'est parce que je travaille justement avec des petits qui sont en situation et qui ont juste besoin de trouver un équilibre que la musique, en tant que système éducatif complémentaire, parascolaire, peut leur apporter. Voilà. Est-ce que tu penses que les missions de kori sage peuvent limiter les violences chez les jeunes? Oui, absolument. Absolument. On en a fait l'expérience. On en a fait l'expérience parce que si vous prenez le centre d'accueil Arc-en-Ciel, par exemple, comment ça fonctionne? Le centre a à peine la capacité de recevoir le maximum d'enfants de la zone Bolo. Donc, quand nous, on part faire des actions là-bas, la caravane des goûters culturels, par exemple, on fait le Noël en raffia et tout, c'est quand même un temps où on les empêche d'être dans la rue, dans l'oisiveté. C'est quand même un temps où ils peuvent accrocher à un symbole, à quelque chose se soit passé. L'enfance est facilement marquée. Donc, ce sont des moments qui vont rester dans leur mémoire comme les meilleurs moments de leur enfance, les inoubliables et les influençants. Vous voyez un peu? Exactement. Donc, voilà. Quels sont les objectifs à long terme de kori sage? Eh bien, kori sage atteint de plus en plus ses objectifs et je suis très contente parce que le projet musicothérapie est un projet que j'ai expérimenté sur kori sage. Voilà. Et sur le terrain, en activité, j'ai beaucoup de jeunes qui étaient dans la classe de chant kori sage. Beaucoup de jeunes qui reviennent. Il y en a parmi eux qui financent même mes activités aujourd'hui. Et je suis juste émue. Pour moi, l'objectif a été atteint. On a réussi à insérer des symboles d'éducation à des enfants qui s'en sont servis et qui ont réussi à trouver leur place dans la société. On va parler maintenant de Nanette et puis un peu de ta vie personnelle que tu nous caches un peu trop. Ah oui, hein. Mais on veut savoir, est-ce que c'est difficile? Tu es souvent entre le Gabon et l'étranger. Est-ce que c'est difficile d'avoir du temps pour ta famille? Absolument. Comment est-ce que tu gères? C'est fort. C'est fort. Je pense que jusqu'à un moment, je craignais de ne pas connaître mes fils. Déjà, je vais être franche, je suis quand même d'un genre assez caractériel, obstiné. Et je ne vis pas en couple. Donc, ça fait partie un peu de tous les manques de ce mode de vie que ce mode de vie a provoqué. Mais les enfants, ils sont plus sacrés. Ils sont sacrés que tout pour moi. Et à un moment, qu'est-ce que je faisais? Quand je rentre au Gabon, je leur donne tout mon temps. Ce qui a fait que j'ai un peu disparu aussi sur la scène gabonaise. Je leur donne tout mon temps parce que j'avais une grosse angoisse, une grosse crainte, ne pas les connaître, ne pas pouvoir les accompagner, ne pas pouvoir marquer des temps avec eux pendant leur enfance. Vous savez, les 5 premières années d'un enfant, ce sont des années définitives. Ce sont ces années qui sont décisives, qui peuvent vous dire qui il sera demain.
ce qui va lui manquer, est-ce qu'il sera un être équilibré. Et ces 5 premières années, j'ai tout fait pour les sauver avec mes fils. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu as assez de temps avec eux? Bien, oui, j'ai de plus en plus de temps. Ça devient des grands garçons indépendants. Il y a un qui a fait son bac, il est parti. Et je reste avec le tout petit qui est, bon, un peu comme on se ressemble beaucoup. Ça, c'est mon combi. C'est un artiste hors pair. Et on passe de magnifiques moments. On monte sur scène ensemble. Depuis un moment, on va en studio. Et voilà, c'est intéressant. Quelle est ton activité favorite avec tes enfants? Chanter. Ça veut dire que tu leur... beaucoup. Et vu que tu es coach, est-ce que tu les coaches aussi? Ils refusent absolument de se faire coacher. C'est des corbeaux. Bon, sauf Noah quand même. Noah, on a fait un gros projet qui s'appelle Les Amis de Boubi. 57 titres de comptines et chants et comptines d'Afrique. C'était un projet commandé par un grand média international, un médium international. Et Noah est au cœur. Il est au cœur parce qu'il fallait faire chanter des enfants. Noah est principalement au cœur sur ce projet et c'est quand même du beau travail. Voilà. Parlons maintenant de la langue. Est-ce que tu leur apprends la langue? Absolument. Et ils ont fait 2 ans de formation avec Oroda Eno. Voilà. Je leur ai offert 2 ans de formation sur le fond avec Oroda Eno. Je leur ai dispensé des cours de fond pendant 2 ans. Ça n'a pas trop marché pour Noah, mais ça a très bien marché pour Angel, son grand frère. Voilà. Lui et moi, on peut avoir une conversation enfant et j'aime. Après, je les ai inscrits à la fondation Meubere. Donc, c'est une fondation qui a été lancée par Pierre Claver Nzengiboum et qui justement inculquait toute la tradition et quand aux enfants, le Mvet, la bande dessinée du Mvet, justement. C'est cette fondation-là. Voilà. Mais le travail continue, j'en suis consciente. En parlant d'enfants, Nanette, elle est originaire d'où exactement? C'est de Lambaréné. Détaille-nous un peu une journée de Nanette, une journée normale en semaine de Nanette. Est-ce qu'il y en a une? Il n'y a pas un programme type, genre une journée, de Nanette. Il n'y a pas un programme type, non. Moi, je suis une ouvrière de la culture. Je n'ai pas de journée normale. Par exemple, Nanette se réveille à quelle heure? 5h30. Et elle s'endort à quelle heure? 2h. Tous les jours? Au moins 4 fois par semaine. Waouh. Quelle est l'activité qui te prend le plus de temps? Oh, la musique. Parce que là, je suis sur une activité où je gère une cantine scolaire. Jusqu'à 14h, je gère une équipe pour accompagner des enfants à l'éducation alimentaire au niveau d'une école, un projet qu'on a monté aussi. Mais quand je sors de là, je suis vraiment vannée parce que les cris de tous ces petits fous là dans la tête toute la journée, c'est autre chose. Mais justement, quand je sors de ce programme-là, je plonge directement dans mon programme artistique et culturel. Directement, voilà. Et ça va entre les chansons à écrire, les projets à rédiger, à envoyer, les programmations de coaching à faire, les échanges avec, parce que j'ai souscrit à 4 groupes de penseurs culturels internationaux pour développer, faire circuler les projets avec l'UNESCO. Voilà, ça ne s'arrête pas. Pour Nanette, la culture, c'est le noyau. Nanette, la culture, c'est le noyau de la vie, c'est le noyau. Le point culminant chez un être humain après l'amour. Après l'amour, c'est la culture. Oui, oui. Et après la culture? Bon, il y a Dieu au-dessus de tout ça. Bien évidemment. Voilà. Parce que Dieu, c'est l'amour aussi. Oui, oui. Après la culture, il n'y a rien, parce que dans la culture, il y a tout. Il y a l'éducation, il y a tout, en fait. Quel est le plat favori de Nanette? Ne dis pas le faux. Non. Avant, j'avais mon plat favori. C'est Bapong qui a pris mon plat favori. Avant, mon plat, c'était bois de sardines, tomates, oseille. Il a mis ça dans la chose que c'est plus mon plat favori. Maintenant, mon plat favori n'est pas gabonais. C'est la tiéké poisson grillé. Voilà. Donc, tu es fan de tubercules, de manioc? Non, pas en tubercule, sûrement pas en tubercule. Tu ne manges pas le tubercule? Je ne suis pas cassadan, je ne suis pas... Les birongos, oh là là! Je suis taro blanc.
Oh, Oui. je t'invite à découvrir cette merveille du sol. Alors, Nanette, on va passer à notre dernière rubrique de notre émission. Oui. C'est 5 titres qu'on va te faire écouter et tu vas nous dire à quoi ou à quelle période ils te font penser. Ça marche. On démarre. Est-ce que tu t'es retrouvée? Oui, absolument. Il y a ce qu'on appelle des familles musicales. Et dans ma famille musicale, je coche la coque. Ah oui, oui, magnifique choriste sur scène, un bel esprit d'harmonie. J'ai fait plein de répétitions avec eux avant de monter en studio pour proposer des titres. Parce que j'ai besoin de cet esprit. Et j'adore les chœurs d'hommes. Voilà. Et tu nous as dit que tu es perfectionniste. Il faut bien le préciser. Tu as précisé ça plusieurs fois. Tu es perfectionniste. Est-ce que ça ne t'a pas posé problème dans ce genre de collaboration d'être perfectionniste? Énormément. Comment tu gères? Je vous dis que vraiment j'ai acquis beaucoup de maturité parce que avant je peux me permettre de dire des mots. Les gens me trouvaient carrément chiante. Je peux pas. Je monte en studio, tout le monde trouve que c'est bien. J'ai dit non, il y a un truc qui passe pas. Je vais pas dormir si j'ai pas refait ça. Je repars. Après, je vais recommencer. Je vais encore avoir cette attitude. J'avoue quand même que c'est quand même un peu lourd comme oui, j'ai eu le coup même à l'étranger pendant les répétitions avec des bands qu'on trouve sur place pour les festivals. Là, il y a un Congolais qui t'a dit tu nous craqué toi. pendant la répétition. Bien, mais c'était bien. Mais comment elle fatigue les gens comme ça? Je t'assure. Mais le problème avec le Congo, c'est comment ils orientent les contretemps et tout. Et moi-même, j'étais énervée, mais je me contenais. Et lui aussi, il était énervé, il a craqué. On continue avec le prochain titre. Alors celui-là. Bien, ça c'est le fameux Mebansi à genoux. Monayong, c'est la petite tribu. C'est vraiment un appel. Cette chanson, c'est toute une histoire. Mais ma meilleure anecdote avec cette chanson, ce sont les mamas de Nkembo. Comment ça? Alors, je vais à Nkembo avec mon fils parce que mon premier fils, son père est Nkembo. Et je vois des dames qui sortent de l'église de Saint-Michel là. Et parmi elles, il y a une de mes tantes. Je m'arrête, je salue. Elle dit, voici ma fille qui chante. Et mon ayonza. Et puis tout me tombe dessus de bénédictions, d'émotions. Je ne sais pas trop ce qu'elles avaient entendu dans cette chanson. Et c'est un de mes meilleurs moments par rapport à cette chanson. On continue avec le prochain titre. Précieux pour te remercier ne suffirait pas, ne ferait pas le poids. Nous t'aimons et tu le sais, et ça te fait sourire, soupirer ou chanter, car nous sommes ta fierté. Oh maman. Le titre en question. Oui, maman. Le titre maman. C'est une chanson que je n'ai pas écrite pour ma mère au départ. C'était une commande d'anniversaire pour la mère d'une famille amie, une maman que j'aime beaucoup aussi. Et quand j'ai écrit, j'ai pensé aux deux en même temps et ça m'a fait sortir ce texte. Et ce qui est bien, c'est que la personne qui fait les chœurs dans cette chanson, c'est une de mes élèves.
C'est une magnifique slameuse, Milva Leyengi. C'est elle s'appelle Ndoki en tant que clameuse. C'est elle qui a fait tous les chœurs. Je l'ai choisie pour sa petite voix candide, là, enfantine. Et c'est elle qui a fait les chœurs. On a l'impression que c'est 4 petits garçons. Mais c'est bien. Comment Milva. ta mère a reçu le titre? Est-ce qu'elle l'a écouté? Oui, elle a écouté. Maman, elle est toujours en larmes quand je chante de toutes les façons. Donc, elle marque une pause pensive, elle voyage à chacune de mes chansons. Voilà, elle a beaucoup aimé. Et on va prendre le dernier titre. Oui. Mon bouquet d'amour gardé dans ma tour, j'aimerais tant que ma foi te délivre. Petit conquérant, va tout doucement, pousse la grande porte du monde, mais fais bien attention. Attention, accompagné par le chant de ma muse. Et celui-là alors? Bien, cette chanson, je l'ai écrite après une tournée. J'étais enceinte de 7 mois et je suis partie en tournée avec Pierre Claver à Kennedy. Et comme mon ventre ne sortait pas, il ne savait pas. Mais quand on a fini la tournée et comme ça s'est bien passé, il m'a appelé pour me blâmer. Il m'a dit, tu as pris de gros risques, c'est ça crée une grossesse. Et imagine si le drame était arrivé. Du coup, j'ai fait boum, oh, j'ai vraiment gaffé. Et 3 semaines après, j'ai accouché. Et j'ai écrit cette chanson. C'est un peu ça l'histoire de cette chanson. Et elle est dédiée à mes fils, bien entendu. À mes 2 garçons, voilà. Alors un dernier mot pour nous? Oui, un dernier mot, ce sera merci. Merci énormément, vraiment, pour tout ce que vous faites pour la musique. Merci de me permettre de venir ici et de parler. Ça m'est jamais arrivé au Gabon. J'ai fait beaucoup d'émissions qui avaient des concepts différents. Mais ici, j'ai juste l'impression que je me suis étalée. Et je n'ai pas souvent eu cette occasion. Et je vais partir d'ici vraiment contente. Et ça, c'est des choses qui me donnent la force pour revenir sur scène. Voilà. Et c'est sur cette touche que se termine notre échange au mic avec Miss Bouloualou. Moi, je vous donne rendez-vous ce samedi, toujours sur les 98.3 FM à 14h. C'est Akoum Radio, la radio des sonorités africaines. Bonne journée à vous.